Bonjour et bienvenue à Presse Echo, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires et de débats sur les sujets qui ont marqué l'actualité au plan national et international, avec nos chroniqueurs qui sont des analystes, des spécialistes, des hommes des médias. Avec nous décryptons donc l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, nous allons évoquer un ensemble de sujets qui ont marqué donc cette actualité-là. Premier sujet, il s'agira pour nous de parler de l'assassinat d'un pasteur avec 4 de ses proches à Seba, c'est dans la région du Sahel. Nous allons donc évoquer ce sujet-là. Et puis, second sujet, nous parlerons de l'envoi d'une vingtaine de policiers, d'une trentaine, pardon, de policiers en ambassade par le ministère des Affaires étrangères qui a soulevé le courroux du syndicat des travailleurs de ce ministère. Nous allons donc en parler. Et puis, troisième sujet, il s'agit donc de du licenciement, de l'affaire de licenciement des 21 policiers affiliés à l'APN, qui est donc l'Alliance Police Nationale, le second syndicat de ce ministère-là. Et puis en international, ce sera le cas de Omar El-Béchi, l'ancien président donc, qui sera remis. En tout cas, c'est ce que dit son pays, le Soudan, qui sera remis à la CPI. Nous allons donc parler de ces sujets-là. Et puis, pour parler de ces sujets, j'ai avec moi mes invités que vous connaissez très bien. Premier invité, Mamadou Ali Compaoré. Mamadou Ali Compaoré est donc journaliste à Sidoya. Vous voyez que les choses changent. Sidoya, désormais, agent de l'État, donc on est appelé à servir par nous. Donc désormais, à Sidoya, au service sport. Merci Ali, ça fait quand même 2 jours. Merci d'être sur ce plateau. Maître Apollinaire Kilem de Tambela, il est donc avocat inscrit au barreau, président du CRI, que le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci maître d'être sur ce plateau. Juste à la droite de maître Kilem, nous avons Évariste Faustin-Concebo, il est chroniqueur média, président du cercle d'éveil, association de défense des droits de l'homme également, premier porte-parole du FORA, que le Forum alternatif des citoyens. Merci d'être sur ce plateau. Et puis enfin, dernier invité, Bama Lagui. Bama Lagui est donc journaliste, il est journaliste d'investigation et directeur du rédacteur en chef donc, du bimensuel Courrier Confidentiel, qui est un bimensuel d'investigation. Merci Lagui d'être sur ce plateau. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Nous commençons ce débat-là avec un sujet qui dernièrement est tombé. Il s'agit donc de la condamnation de 3 jeunes activistes. D'abord le nommé Naïm Touré, que tout le monde connaît, Aminata Rachou également, et Taha Laosseni Taha également. Ils ont écopé de peines assez lourdes quand même pour des activistes. Il s'agit de diffamation à l'encontre de madame, la députée désormais honorable Barakissa Ouedraogo, qui alors était chargée de mission à la présidence du Faso. Donc ils ont été condamnés pour diffamation, injure. Les peines sont lourdes, 6 mois de prison ferme pour Aminata Rachou et Naïm Touré, assorti d'amende pécuniaire d'une valeur de 1 million. Et puis le troisième, Laosseni Taha, est condamné à 500 000 francs, assorti de sursis, et 1 million de francs aussi qu'ils doivent payer à la victime de façon solidaire. Alors, Baba Lagui, cette situation quand même qui étonne ou qui, tout simplement, dans l'ordre normal des choses, cette justice qui a eu la main lourde? Oui, effectivement. J'avoue que ce n'est que hier soir que moi j'ai eu cette information. Ça m'a surpris. Je n'ai pas pu vraiment cerner le contour de cette décision parce que, contrairement aux autres fois, on avait souvent eu le temps de voir l'instruction, voir les jugements. Mais là, on a été pris de court. C'est juste une décision qu'on a vue. On n'a pas compris comment on en est arrivé là, si bien qu'il est un peu difficile de pouvoir apprécier à ce moment. Il est question de diffamation. Quels sont les faits exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avoue que pour le moment, moi, je n'ai pas encore tous ces détails-là, si bien qu'il est un peu difficile de pouvoir apprécier de façon en tout cas objective cette situation. J'attends vraiment de comprendre. Mais déjà, pour des délits d'opinion, parce que c'est de ça qu'il s'agit, je trouve que c'est quand même regrettable qu'on en soit encore là dans ce pays, qu'on soit condamné pour ses opinions, pour avoir dit des choses qu'on pense. Bon, vraiment, je crois que c'est dommage encore pour ce pays. Il faut qu'on puisse avancer. Et j'espère que d'ici là, les gens pourront tirer les conséquences de ce genre de décisions et puis bon, nous mettre sur les bons rails. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Évariste Concembo, on avance en reculant en démocratie au Burkina. Des cyberactivistes, quoi qu'on dise, qui participent quand même à l'éveil, à la dénonciation des faits, et aujourd'hui qui écopent par exemple 6 mois
d'emprisonnement ferme. C'est assez incompréhensible que dans le XXIe siècle, pour des questions de délit d'opinion, parce que ça touche à la liberté d'expression, et sans toutefois, bien sûr, quelqu'un, parce qu'il s'est exprimé, s'est trompé, se retrouve donc en prison, surtout dans le contexte du Burkina où on a besoin des places pour y loger les terroristes et puis les grands délinquants, les grands tueurs. C'est l'occasion peut-être pour notre système de justice de réfléchir, parce que je sais qu'en Europe, la tendance, c'est de dépénaliser les délits de diffamation. Bon, même les injures. Donc, bon, c'est vrai qu'au Burkina, les délits d'injures, ça, c'est des amendes pécuniaires. Mais pour ce qui concerne le cas d'espèce, je pense que la prison a trait plutôt au délit de diffamation qui est encadré par des peines de prison. Je trouve que c'est très dommage et il faut que nos hommes de loi fassent évoluer, en fait, et surtout au regard même de notre contexte. Et c'est aussi l'idée aussi de la justice alternative, parce que dans l'opinion de beaucoup de Burkinabés, la justice équivaut à la prison. Et il faut se poser la question. Dans ce cas d'espèce, est-ce qu'on ne peut pas trouver un autre mécanisme pour que la victime et le coupable se retrouvent et essaient de trouver quand même un arrangement? Parce que bon, qu'on envoie quelqu'un 6 mois en prison, vous voyez les conséquences, l'État va dépenser pour le nourrir. Et en plus, est-ce que c'est ça, la place de quelqu'un vraiment pour avoir opiné et bon, c'est sûr, hein, parce que c'est des histoires de preuves. Est-ce que sa place est réellement en prison parce qu'on s'est trompé en disant peut-être en avançant des choses? Je ne sais pas. Maître, est-ce qu'aujourd'hui c'est compatible l'avancée démocratique, les libertés d'expression et par moments aussi ces cas où on voit des activistes qui écrivent des choses qui ne sont pas totalement vraies, ne sont pas justes? Est-ce que c'est compatible que la justice soit ait aussi la main assez lourde? Parce que dans ce cas précis, il s'agit de la nommée Barkissa Ouedraogo, qui était d'abord donc chargée de mission à la présidence du Faso, sur laquelle il est écrit qu'elle a fait une mission officielle avec sa fille, donc a fait profiter sa fille d'une mission payée par les ressources publiques. Des photos ont été publiées et tout ça. Est-ce qu'après, si ce n'est pas le cas, ça vaut vraiment qu'il y ait une peine aussi lourde? D'abord, je crois avoir entendu qu'il y a diffamation et puis injure. Il faut dire qu'en droit, le même fait ne peut pas être à la fois diffamation et injure. Donc ça suppose qu'il y a eu 2 éléments distincts. C'est soit diffamation, soit injure. On ne peut pas imputer la diffamation et l'injure sur le même fait. Voilà. Et si vous qualifiez le même fait à la fois de diffamation et d'injure, ça équivaut à une non-infraction. Parce que la même infraction ne peut pas avoir deux qualificatifs différents. Deuxièmement, ce que je peux dire, c'est que la diffamation ou l'injure, ce n'est pas une opinion, contrairement à ce que les autres ont dit ici. Ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Une opinion, c'est quand on donne son opinion sur quelque chose, sur la marche d'une chose, d'une société, etc. Ce n'est pas quand on impute des faits qui ne sont pas vrais à des personnes. Ça, ce n'est plus une opinion. Ça devient un délit. Et c'est normal que ce soit sanctionné. Et c'est ça qu'il faut pour une bonne marche de la démocratie. Parce que la démocratie, ce n'est pas la licence. La démocratie, ce n'est pas de s'en prendre aux autres à tort et à travers. Il faut vérifier ses sources. Le vrai problème maintenant, c'est de savoir est-ce que c'est vrai ou ce n'était pas vrai. Voilà. Si vraiment ce qu'ils ont dit n'était pas fondé, c'est tout à fait normal la sanction qu'ils ont écopée. Parce que quand vous diffamez quelqu'un, il n'y a pas de réparation possible. Vous ne pouvez pas réparer. Tous ceux qui ont entendu la diffamation, quels que soient vos repentirs, tous ne seront pas informés. Donc, vous vous rappelez, dans la sagesse africaine, il y a quelqu'un qui avait diffamé une personne. On l'a attrait devant le chef. Et le chef lui a dit, d'accord, demain matin, tu vas venir demain matin, mais tu vas attraper une poule chez toi là. Et en venant, tu vas commencer à plumer la poule. Et je veux qu'une fois arrivé chez moi, tu aies fini de plumer la poule. Donc la poule sera toute nue. Et c'est ce qu'il a fait demain matin. Il est arrivé avec la poule toute nue devant le chef. Le chef lui a dit, d'accord, reprends le chemin, ramasse toutes les poules, toutes les plumes là, et remets dans la poule, et tu reviens. Il a dit, mais chef, mais c'est pas possible. Le chef lui a dit, voilà, ta diffamation là, tu ne peux pas la réparer non plus. Tous ceux qui ont entendu ce que tu as dit de mal de l'autre là, tu ne peux plus les toucher pour dire que ce n'était pas vrai. C'est pour vous dire la gravité
de ce Mais que... maître, de ce- de ce que la- le législateur ici a prévu que quand il y a cas de diffamation, bien sûr, il y a la sanction pénale, mais il y a aussi des moyens autres, par exemple le droit de réponse, le droit de réplique qui existe. Oui, mais tout ça, ce sont des échelles de sanctions. Et ce sont des choix. Même si vous avez remarqué là, d'après ce que j'ai vu de la condamnation, ils sont condamnés aussi à publier la décision. Bien sûr. Voilà, dans la Sous presse. astreinte, hein. Ça fait partie de l'échelle des sanctions laissées à l'appréciation du juge et en fonction de la gravité. C'est pour ça. D'accord. Selon que vous êtes, comment je vais dire là, délinquant primaire ou récidiviste, la sanction sera plus ou moins sévère. C'est pour cela. Donc c'est pour cela que deux personnes peuvent commettre le même fait et ne pas écoper de la même sanction, parce que l'un aurait été délinquant primaire et l'autre aurait été un délinquant récidiviste. D'accord. Alors, je lis tout simplement le dispositif qui est là pour parler un peu des deux diffamations à la fois avec un juge cumulé. Déclare que les faits de diffamation reprochés à Ouedraogo Taha, Touré Naïm Abou Saïb et Rachou Aminata sont constitués en contre et les déclare coupables. Déclare que les faits d'injure publique reprochés à Touré Saïb Naïm sont établis en son encontre et l'en déclare coupable. Donc, il y a à la fois pour Naïm, diffamation et injure, comme maître le disait. Alors, Ali, on entend aussi dire que la justice est une justice mise au pas, une justice au service d'acteurs, d'hommes politiques voilés, cachés dans l'ombre, qui tirent sur les ficelles, ou une volonté aussi de taire en fait certaines voix discordantes, etc. etc. Est-ce que c'est aussi possible qu'on voit la chose sous cet angle-là, où il faut considérer que c'est une question purement, simplement de justice? Bon, je crois qu'il ne faut pas voir la chose sous l'angle du fait qu'il y a des gens qui manipulent les juges là-bas. Je connais beaucoup de juges, c'est des gens assez sérieux qui font leur boulot au vu des textes qui sont à leur disposition. Il ne faut pas penser que le juge juge comme ça, hein. C'est des textes qui sont là et ils donnent les verdicts ou les sanctions en fonction des textes qui leur ont été proposés, donnés par le peuple, notamment par l'Assemblée nationale qui vote les lois. Donc les juges, je crois qu'ils sont astreints à cela. Et il faut respecter ce qu'ils font. Il ne faut pas penser qu'ils sont toujours manipulés. Ceci étant, il faut aussi également peut-être regretter quelquefois de temps en temps la dureté des peines qui sont prononcées contre les gens. Parce que notamment en ce qui concerne la députée Balkissa Ouedraogo, on lui reproche d'avoir voyagé avec son enfant aux frais de l'État et tout ça. Ce qu'on peut dire, c'est que les fonctionnaires, quand ils sont en mission, il faut qu'ils fassent très attention dans les missions. Quand on a une mission officielle, on ne part pas avec sa famille, on ne part pas avec son enfant. Parce que là, vous vous exposez à toutes sortes de choses. Et après, maintenant, quand on dit vous étiez là... Surtout qu'il y a des photos qui sont publiées par voilà. les concernés même qui publient des photos avec qui s'exhibent à la limite. Voilà, avec leurs enfants, leurs parents, sur des missions officielles. Et après, quand les gens ressortent pour dire, voilà, il a une mission officielle, et on dit non, je ne sais pas ceci, cela, ce n'est pas aux frais de l'État, on envoie des papiers, vous voyez, ma chambre d'hôtel, ce n'est pas ceci, c'est bon, c'est compliqué. Il faut aussi que ceux qui sont en mission officielle au compte de l'État soient des gens sérieux. Quand on t'envoie en mission, tu pars seul, ou bien tu pars avec les gens censés être avec toi pour la mission. Quand tu finis ta mission, que tu veux voir ton enfant, ta fille ou qui que ce soit dans la ville, tu les reçois en privé. Voilà. Donc il faut que les gens fassent le distinguo. Sinon, eux-mêmes, c'est des gens aussi qu'il faut sanctionner également, parce qu'il y a un peu de légèreté quand il s'agit de faire les missions de l'État. Maintenant, je voudrais tout de même apporter un peu mes encouragements, mes soutiens à Aminata Rachou, à Naïm Touré et puis à Laoussine Taha. Ce sont des jeunes aussi qui ont fait beaucoup avancer les choses dans ce pays. Je pense que le juge a été un peu trop sévère. Et il y a l'occasion de l'appel toujours. Voilà. Bon, et on est dans je vais dire, dans un climat où on fait appel à la réconciliation, à ceci, à cela. Il faudra que chacun de nous puisse entrer dans ce schéma-là pour qu'on puisse se retrouver tranquillement et puis gérer les choses. Mais il faut dire que Mme Rachou était condamnée par défaut, puisqu'elle n'était pas présente. Ouais. Maintenant, c'est vrai que je suis pas d'accord avec le raisonnement de Maître, parce que tout compte fait qu'on ne peut pas réparer. Ce n'est pas le fait d'envoyer ces gens en prison qui va réparer non plus. Le tort non plus, ça on est d'accord. Mais il faut retenir que la tendance européenne en matière de diffamation, c'est de dépénaliser. Et moi, je dis que dans le contexte, surtout dans notre contexte,
je ne vois pas vraiment l'opportunité d'envoyer. C'est un délit d'opinion, hein, ça c'est sûr, parce que vous opinez sur quelqu'un. Même si vous vous êtes trompé, ça c'est autre chose. Mais n'empêche quand même que le jugement porte sur quelqu'un. Donc c'est un délit par rapport à votre opinion. Maintenant, que ça soit vrai ou faux, ça c'est les juges qui déterminent selon leurs règles et leurs critères. Mais je me dis que moi, dans ce contexte actuel où il y a des délinquants, des bandits et autres tout, la place de quelqu'un qui s'est trompé par un jugement n'est pas en prison. Ça c'est ma position. Alors là, Guy Bama, pour terminer sur ce sujet, toi qui es journaliste d'investigation, les faits peuvent souvent trahir, on n'est pas à 100% infaillible. Alors, mais quand ces situations arrivent, on a l'impression que la tendance c'est vraiment d'aller tout de suite au pénal pour ces gens souvent qui estiment que, sans compter peut-être sur la bonne foi de celui qui écrit et qui ne cherche pas par exemple les situations intermédiaires, les mécanismes intermédiaires, le droit de réponse, etc., du Conseil supérieur de la communication qui fait dans la régulation, tout de suite au tribunal. D'abord, je voulais revenir un peu sur le propos de Maître pour dire que c'est vrai, peut-être que lui, il a les faits. Hein. Moi, je l'ai dit au départ, je n'ai pas encore tous les faits qui ont continué à ça. Mais je dis bel et bien qu'il s'agit ici d'un délit d'opinion parce que quand je m'en tiens à la qualité des gens qui sont condamnés, c'est des activistes, c'est des gens qui sont très sur les réseaux sociaux en train de produire tout le temps des écrits et tout ça. Je dis qu'il peut s'agir d'un délit d'opinion parce que ce qu'ils disent, c'est des condamnations qui sont consécutives à des écrits émanant de personnes qui ont l'habitude d'écrire sur des situations et tout ça. Je le dis parce que j'en sais quelque chose. J'ai bien fois été en justice pour répondre de délits, enfin pas de délits, en tout cas d'accusation de diffamation. Plusieurs fois, nous, on est abonnés maintenant au tribunal. On va tout le temps là-bas pour répondre de ces genres d'accusations-là. Mais Dieu merci jusque-là, on s'en est toujours bien sorti parce que, bon, c'est des choses, le plus souvent, c'est de l'intimidation tout simplement. C'est de l'intimidation. Donc, je dis bel et bien qu'il peut s'agir aussi de délits d'opinion. Mais j'attends de voir les faits pour mieux apprécier. Maintenant, concernant cette tendance, chaque fois, à vouloir dire oui, quand c'est une diffamation par rapport à cette fameuse légende de la poule, il n'y a pas qu'en matière de diffamation seulement que la situation existe. Comme le grand frère Évariste le dit, quand on vole l'argent de l'État, qui aurait pu permettre de construire une école pour sauver des enfants, et qu'on est condamné même 10 ans après, et qu'on rembourse cet argent, ça ne peut pas rattraper ces enfants qui ont perdu leur avenir pour de bon. C'est-à-dire quand il y a un délit, quelle que soit la nature du délit, on ne peut jamais bien réparer totalement, ça c'est clair. Il ne faut pas que souvent les gens, quand il s'agit des journalistes ou bien des activistes, on s'acharne sur eux, on dit non, quand tu diffames, on ne peut plus réparer, on ne peut plus... C'est vrai, mais il n'y a pas que dans cette matière seulement. Partout, c'est la même chose. Donc, il faut arrêter cette façon de souvent vouloir diaboliser ceux qui écrivent et tout ça. Parce que souvent, les gens, quand ils prennent les journaux, ils lisent, ou bien quand ils sont assis devant la télé, ils lisent les bons reportages, les enquêtes, ils sont contents. Mais ils ne se demandent pas dans quelles conditions les gens produisent ça. On se demande comment un attrape, on arrive à enjamber pour arriver là. Mais quand on fait une petite erreur et puis il y a une petite situation malencontreuse qui se présente, non, on oublie tout ce qu'on a fait de bon, on présente les gens comme des diables qui sont là tout le temps pour pouvoir chercher des pousses et c'est comme le couturier souvent qui rate la mesure, qui court mal, c'est comme le charpentier qui peut tomber, c'est comme le chauffeur qui fait des accidents. Donc le journaliste aussi qui écrit, qui apprécie des faits aussi, peut faire aussi des erreurs. Moi, je voulais seulement ajouter, sans rentrer dans les détails, je voulais seulement ajouter, revenir sur ce que j'ai dit. Ceux qui sont en charge de la gestion de l'État doivent faire attention quand ils sont en mission. Il n'y a pas de légèreté dans le milieu. Merci Ali sur ce point-là. On va continuer notre débat sur ce plateau avec le second sujet qui est lui un sujet assez dramatique, un sujet parce qu'il s'agit d'une page assez noire dans le Yaga, comme on dit. Et la semaine passée, d'abord ça a commencé avec un diacre, Lankwandé Babilibile, qui a été enlevé, et puis par la suite le pasteur Omar Tendano, lui aussi a été enlevé avec 2 de ses filles et 3 de ses neveux, on a dit, mais 3 membres de sa famille. Et finalement, on a retrouvé son corps. Les filles ont été remises, ont été donc relaxées, donc sont revenues, mais les 3 et le pasteur ont été tout simplement retrouvés morts. Maman, la série noire continue, surtout dans l'Est aujourd'hui, où c'est une question d'attaque directe sur des religieux. Oui, fort malheureusement. On en est toujours là à faire le décompte macabre. On se demande quand ça va finir, on ne sait pas. Et c'est d'autant plus affligeant, d'autant plus consternant que, en réponse
on ne voit toujours pas quelque chose de vraiment rassurant à l'horizon pour faire face à tout ça. On est toujours là à tituber, on est toujours là à traîner les mêmes tas concernant la gestion de notre armée, concernant la réponse efficace à apporter à cette situation. On se demande si on veut vraiment même sortir de là quand on regarde ce qui se passe en termes de gestion des hommes, même sur le terrain d'abord. Vous avez certainement lu les 2 derniers numéros du Courrier confidentiel où on en est encore à des situations où des soldats sur le terrain sont en train de crier leur détresse pour des simples questions de primes. Des gens traînent 9 mois d'arriérés de primes qu'ils n'arrivent pas à avoir, pendant qu'ils sont au front en train de lutter comme des grands tueurs qui n'ont pas du tout d'état d'âme. Alors, on se demande si nos gouvernants, vraiment, ils ont vraiment pris la mesure de cette situation et qu'ils veulent vraiment qu'on sorte de là. Alors, je pense que vraiment, il faut que le peuple se réveille de plus en plus pour interpeller qui de droit, pour que les gens puissent prendre à bras le corps cette question. Parce que moi, j'ai l'impression que certains n'ont pas encore pris la bonne mesure de cette situation. Certains n'ont pas encore compris que le pays, il est vraiment menacé sur ses bases, ses fondements les plus essentiels. Et ça, c'est dommage. Il faut qu'on quitte cette posture-là. Alors, il y a quelque chose qui apparaît quand même clair au niveau de la sécurisation des lieux du culte ou des personnes peut-être qui sont dans ces zones et qui pourraient être la cible. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, on s'attaque à des religieux. Alors pour quand même un diacre, c'est quand même quelqu'un dans l'échelon de l'église évangélique qui est quand même une personne importante, de même que le pasteur qui semble être bien connu, représentant de toute une communauté. Alors pourquoi on ne voit pas une sorte de sécurité pour ces personnes de façon individuelle dans ces zones ou du moins des lieux de culte pour que chaque fois on en arrive à ce type d'enlèvement et d'exécution? Bon, d'abord, je voulais présenter mes condoléances aux familles de ces personnes-là et puis à leur communauté religieuse et faire remarquer que c'est une stratégie encore pour mettre les populations entre elles, les religions entre elles. Heureusement, tout va bien, les Burkinabés arrivent à faire la part des choses. Mais votre question, la question que vous posez est essentielle parce que plusieurs fois sur ce plateau, on a débattu de ça. Regardez Ouagadougou aujourd'hui, on dirait un château fort. Les gens, même les ministères, c'est barricadé, les personnalités, vous ne pouvez pas rentrer chez eux. Vous arrivez chez un ministre aujourd'hui, on vous fouille, on prend vos portables et tout avant que vous rentrez. Et maintenant, sur le terrain, on laisse les populations à elles-mêmes, on laisse les lieux de culte. Et on sait très bien que les lieux de culte sont des cibles de ces gens, on les laisse comme ça. Les gens peuvent rentrer le dimanche pour une messe, le vendredi pour une prière. Ils sont à la merci de tous ceux qui veulent. Donc, l'État, quelque part, a fait un tri. Il a réussi. Ceux qui dirigent, il ne faut pas que je dise l'État, ceux qui dirigent aujourd'hui ont fait un tri. Ils ont choisi de se défendre eux-mêmes, de se protéger eux-mêmes et de laisser les autres à leur propre sort là-bas. Et c'est vraiment triste que ce diacre, ce pasteur et ses enfants se retrouvent sans protection. Ces lieux de culte dans le nord se retrouvent sans protection et que ceux qui y vont pour prier sont à la merci des terroristes, alors que dans le même temps, ironie du sort, on organise des cérémonies où on demande à des gens de prier pour la paix. On fait venir même des gens de l'extérieur, des cheikhs de l'extérieur, du Mali pour ne pas citer. On fait des grandes cérémonies au stade à Bobo Dioulasso pour prier. Et en même temps, on laisse nos hommes religieux, nos hommes de foi aussi à côté, à la merci de tout ça. Donc c'est une mascarade, quelque chose qui est un peu ridicule. Il faudra que ceux qui s'occupent de la sécurité des Burkinabés et du Burkina se mettent un peu au sérieux. Sinon, demain, il faudra que le peuple vraiment se réveille et puis essaie de sanctionner ce genre de comportement. Évariste Konsebo, aussi, on va un peu au-delà pour analyser le message peut-être de guerre qu'il y a derrière tout ça. Quand on s'attaque à des cibles aussi sensibles, mais en même temps aussi symboliques, par exemple les hommes de religion, où on s'attaque à la population civile, est-ce que ce n'est pas dit simplement que l'État est totalement incapable de montrer qu'il n'y a pas vraiment une sécurité, de montrer que c'est vraiment la banqueroute totale? On prend un pasteur qui est d'ailleurs le président donc, de l'église évangélique au Sahel, on le prend avec sa famille. On n'a pas entendu dire que les forces de défense ont lancé une offensive pour le récupérer. On n'a entendu rien, si ce n'est que on le retrouve mort. Non, le message, c'est que c'est vrai que, encore une fois de plus, c'est la mort dans l'âme que nous assistons à ces tragédies et qui dénotent en même temps
l'insouciance et l'insouciance en fait des autorités, des plus hautes autorités, je dirais, parce que ils ne se sentent pas concernés. Comme Ali le dit, chacun est bunkérisé chez lui. J'ai l'impression parfois même s'ils prennent la mesure de la gravité de ces problèmes-là que vivent les gens, ça veut dire encore le message qu'il y a des zones au Burkina de non-droit où des gens peuvent venir vous prendre comme ils veulent. Pendant 3 jours, est-ce qu'il y a eu des opérations de recherche? Il y a rien, on n'a pas, jusqu'à ce qu'on aille retrouver. C'est ce que ça veut dire le message, c'est clair. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? On a déjà tout dit ici, hein, on a déjà tout débattu, on a dit qu'est-ce que vous voulez, il faut plus maintenant. Il ne nous reste plus qu'à prier pour que Dieu descende nous aider. C'est ce que moi je Maître. Oui. Alors, le sujet est là, il y a beaucoup d'émotions. En même temps, il est sérieux, en même temps, il est grave, en même temps, on a envie de dire que bon, il n'y a plus rien à faire, comme Évariste le disait, il faut attendre que Dieu maintenant. Non, c'est un problème de leadership. Ça, c'est incontestable. C'est un problème de gouvernance. Ce qui se passe, c'est quoi? Là où les terroristes interviennent, là, c'est dans l'arrière-pays. Quels sont les représentants de l'État les plus proches de ces zones qui peuvent assurer la sécurité? C'est la police. Or, les policiers ne sont pas armés. On refuse de donner l'équipement nécessaire aux policiers. D'après les informations que moi j'ai eues, ce serait une guerre entre la gendarmerie et la police. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Entre la gendarmerie qui ne voudrait pas que la police ait un équipement tel qu'elle puisse concurrencer les choses, la gendarmerie et l'armée. Alors ça, on a vu, ce n'est pas un secret de polichinelle. Le chef de l'État l'a même dit une fois, concernant Djibo, où il y avait un problème entre la brigade de gendarmerie. Et donc, il a été dit que les policiers ont déserté, ont quitté parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas l'armement nécessaire, parce qu'on a dit qu'ils ne sont pas des militaires. Voilà. Or, les policiers ne demandent que... Mais c'est eux qui sont face au péril, qui peuvent les premiers... Mais pourquoi, si vous ne voulez pas armer la police, pourquoi vous voulez armer les volontaires? C'est contradictoire. Si vous dites que les policiers ne sont pas des militaires, ils sont des paramilitaires, donc en conséquence, on ne va pas leur donner l'armement nécessaire. Mais et les volontaires qui ne sont même pas des paramilitaires, vous voulez les armer? C'est contradictoire. Les policiers avec qui moi j'ai discuté, ils demandent que l'armement nécessaire pour pouvoir résister aux terroristes. Parce que l'armement dont se servent les terroristes là est supérieur à l'armement de la police. Parfois même dans un commissariat de police, vous n'avez que quelques petites armes, avec quelques munitions. Donc ils ne peuvent pas faire face avec des terroristes qui viennent avec ce qu'ils appellent des PKM ou quoi, je ne sais pas. C'est ça le vrai problème. La police demande à être armée. On refuse de l'armer. Et vous voulez qu'il n'y ait pas de ce genre de choses. Bon, moi, j'aurais appris qu'il y a un ministre qui avait commandé de l'armement pour équiper la police. L'armement est venu, est stocké. Et on refuse de le mettre à la police. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. D'accord. Il faudra peut-être vérifier, mais la question est posée que la police, dans l'ordre normal des choses, la police ne doit pas posséder certaines armes de guerre. Oui, maintenant, le problème, c'est quand on se retrouve dans un contexte aujourd'hui où les policiers, les gendarmes et les militaires font le même combat, la même guerre. Mais M. Saorgo, vous avez bien dit dans l'ordre normal des choses. Est-ce que nous sommes dans une situation normale? C'est ça le vrai problème. Dans l'ordre normal des choses, on n'équipe pas de volontaires. Voilà. Vous voulez équiper des volontaires et vous refusez l'armement des policiers qui sont beaucoup plus proches du corps militaire que ces volontaires-là. C'est illogique. Voilà. Donc moi je pense que c'est une question de leadership. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire le chef de l'État qui... Ajouter quelque chose à ce que Maître de Tambel a dit. Dans la région, il n'y a pas que seulement que les policiers aussi. Il y a les gendarmes, il y a les militaires. On a l'impression que ces gens-là, le soir venu ou bien la journée, sont bunkérisés. Et ils sont là, ils attendent, on laisse la population à elle-même. On a même vu un ministre qui dit que voilà, que tout va bien parce que maintenant les militaires ne sont plus attaqués, ce sont les populations civiles qui sont attaquées. Alors que c'est un peu ridicule, c'est ça le problème. C'est dans l'organisation, mais le système même de défensive ou d'offensive de notre système de sécurité, de notre armée, etc. On enlève des gens, des personnes, et par la suite, il n'y a pas d'opération. Jusqu'au point où on retrouve les corps. C'est ça qui est un peu quand même peut-être étonnant, ou est-ce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas? Non, tout ça, c'est ce que je disais au départ. On n'a pas encore une réponse. On n'a pas encore des gens qui sont capables d'apporter la réponse à la situation à laquelle nous faisons face aujourd'hui. On en est là encore avec des situations de guerre entre clans dans nos FDS
au sein même de nos FDS, les gens n'ont pas encore fini de se combattre entre eux. Et c'est dommage. Figurez-vous, des gens qui doivent combattre des ennemis aussi féroces que ces terroristes-là sont là encore à se livrer une guerre interne d'abord. Je le dis parce que, rien que dans notre dernier numéro, nous avons parlé de la question des primes. Des primes d'un détachement de gendarmerie qui se trouve à Touéni, qui ont 9 mois d'arriéré de primes. Et quand on a creusé au fond, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est qu'un simple guéguerre entre apparemment la hiérarchie de la gendarmerie et la hiérarchie de l'armée pour juste des questions d'effectifs et de listes que l'armée demande à la gendarmerie d'apporter la liste des éléments qui sont au front pour qu'on puisse décaisser l'argent de ces gens-là. La gendarmerie refuse de donner les listes, mais elle donne un effectif. Comment vous pouvez comprendre cette situation-là? C'est-à-dire qu'on vous dit donnez la liste des gens qui sont au front pour qu'on puisse leur donner leur argent. On ne veut pas donner une liste parce qu'on donne un nombre. On est sûr qu'on va donner de l'argent pour ce nombre-là. Peut-être que sur le terrain, ce n'est pas ce nombre-là qui est sur le terrain. On pourra faire les je retiens et on envoie le reste maintenant sur le terrain. Figurez-vous, c'est pour des questions comme ça que depuis 9 mois, les gens sont au front en train de souffrir sans argent. Comment on peut comprendre ça? C'est pour vous dire à quel point on a encore des gens qui n'ont vraiment pas pris conscience de nos situations, ou du moins qui sont totalement insouciants, qui n'ont que de ce qui arrive à ce pays, qui sont plutôt préoccupés par leurs poches à eux. Et voilà où on en est. C'est dommage. C'est très grave. Oui, mais au soutien de ce que dit Bama, c'est pour dire que c'est une question de leadership, une question de gouvernance. C'est ça. C'est tout. Ça veut dire que, bon, comme je vais dire là, le chef de l'État ne s'est pas tranché, il ne commande pas ses troupes, etc. Peut-être qu'il n'a pas la mesure des réalités. Est-ce que le chef de l'État est au courant peut-être de c'est ce ça, qui se passe? Si on lui fait des rapports, et si ceux qui sont chargés, de faire les rapports, si ce sont les officiers donc, de la police qui font les rapports, les officiers de renseignement de la gendarmerie qui font les rapports, et si c'est eux qui sont en guerre, est-ce qu'ils rapporteront la réalité? Au chef de l'État qui doit, lui, en tant que chef de l'État, avoir des mécanismes parallèles pour de avoir contrôle. le contrôle. Et puis c'est lui qui nomme des gens de Ouais. confiance. Voilà. Ou alors ça veut dire qu'il ne sait pas nommer les gens au poste qui leur convient. Tout le monde, la responsabilité lui revient. C'est à lui de nommer des Mais hommes est-ce qu'il n'y a pas un problème de contrôler. responsabilité aussi de ceux qu'on nomme, par exemple, dans ce cadre précis, où ce sont je crois, qui ont été formés, soit officiers, soit militaires, etc., pour faire la guerre, pour défendre des citoyens, et qu'on les nomme qui restent là à tourner rond? Oui, mais et que c'est le président encore qui doit venir on revient à la même se chose. mettre avec une chicotte derrière chacun. On revient à la même chose. Quand des gens se retrouvent gendarmes, policiers ou militaires, ils se retrouvent officiers. La plupart des gars qui sont là, demandez souvent, vous demandez après un gendarme, après un militaire, on dit ah, il est parti à l'école de guerre. Il revient, il est à Ouagadougou. Bon, alors que la guerre se trouve au nord de notre pays. Bon, ceci étant, je ne dis pas que Ouagadougou n'est pas à protéger, hein. Il faut aussi des gens pour protéger Ouagadougou. Mais ceci étant, quand on est chef dans un pays comme ça, qui est en difficulté, qui est en guerre, le chef de l'État doit avoir un carnet de bord pour savoir qui est où et qui fait quoi. Ceux qu'il nomme, ce sont ses hommes de confiance. Il ne va pas les nommer n'importe qui. Commandant, chef d'état-major de l'armée, chef d'état-major de la gendarmerie. On ne va pas amener n'importe qui au nord là-bas. Si on n'a pas confiance en vous, on ne vous enverra pas là-bas. Parce que c'est un lieu difficile, un lieu où il faut des hommes. Donc la responsabilité lui revient. Si ceux qu'il nomme ne sont pas à la hauteur, c'est lui qui est responsable et c'est lui qui doit rendre compte devant le peuple. Ce n'est pas à un lieutenant qu'on a amené là-bas qui s'en fout, non. Et qui est à Ouagadougou, qui donne des noms au lieu de donner des noms pour qu'on puisse envoyer les trucs. Donc tout ça, cette guerre-là au sein de notre armée est un problème pour l'action. Si les gens doivent se battre sur les trucs, ils sentent même quand vous écoutez les gens dans la rue ou bien vous écoutez de certains témoins, c'est ahurissant. On vous dit non, quand il s'agit de l'argent, c'est les gendarmes qui veulent aller, c'est les militaires qui veulent aller, les policiers ne vont pas là-bas. Quand il s'agit de ceci, cela, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc il faudra que le président tape du poing sur la table. Voilà, c'est à lui de trancher. Voilà, c'est à lui de trancher. Et il a un ministre de la Défense, il semble qu'il connaît très bien les militaires, c'est pour ça qu'on l'a nommé ministre. Il faut qu'il nous montre qu'il les connaît. Merci beaucoup à vous. On continue pour parler toujours des questions liées un peu à la sécurité, mais cette fois-ci un peu mêlées à la diplomatie, avec l'envoi contesté d'une trentaine d'officiers de police en ambassade. La décision a été donc, en tout cas, le syndicat, le SAMAE, le syndicat des agents du ministère des Affaires étrangères, a fait d'abord une déclaration pour fustiger cette mesure, cette décision, et en plus est venu au devant des médias dans une conférence de presse pour le dire. J'estime que ce n'est pas opportun, surtout qu'actuellement le Burkina connaît une difficulté sécuritaire où il faut mobiliser des gens. Si on doit envoyer presque une trentaine, parce qu'il est question d'aller d'abord par 30 et puis ensuite
le nombre exact, c'est une centaine d'officiers de police devront être donc dans les chancelleries pour dit-on sécuriser ou en tout cas s'occuper des questions de sécurité des chancelleries. Pour les syndicats des agents, maîtres, pour les syndicats des agents, cela pose un problème d'abord d'opportunité, cela pose un problème de conflit de compétences parce que c'est les États accrédités qui assurent la sécurité donc des chancelleries et ce n'est pas au Burkina d'aller assurer sa sécurité. Également, question de légalité, tout ça mis ensemble. Est-ce que cette mesure-là vraiment est une mesure qui est acceptable ou tout simplement vous rejoignez par exemple la position du Samayo qui estime qu'elle doit être tout simplement rapportée? Non, il faut savoir que dans un État, il y a ce qu'on appelle les ministères de souveraineté. C'est deux, la défense nationale et les affaires étrangères. Bon, si vous remarquez, de 1958 à 1960, pendant la loi cadre, où il y avait les territoires autonomes, il y avait des gouvernements, mais il n'y avait pas de ministre de la Défense, il n'y avait pas de ministre des Affaires étrangères, parce que le pays n'était pas souverain. Donc ces deux ministères-là sont des ministères souverains. Et ils ne répondent pas devant le Premier ministre, ils répondent devant le chef de l'État. Et dans ces ministères-là, le chef de l'État fait ce qu'il veut. C'est ça, au nom de la souveraineté de l'État. C'est la raison pour laquelle un marchand de poissons peut être nommé ambassadeur. Si vous remarquez, n'est-ce pas, les ambassadeurs du Burkina Faso à l'étranger, comme même en France ici, Emmanuel Bett, qui est militaire, avait été nommé ambassadeur ici. Voilà. C'est-à-dire, c'est un domaine qui est laissé à la discrétion du chef de l'État. Et le ministre des Affaires étrangères, il répond du chef de l'État, il ne répond pas du Premier ministre. Et le chef de l'État peut mettre qui il veut dans son ambassade s'il estime qu'au nom de la souveraineté de l'État, c'est nécessaire. C'est lui qui décide. Cela dit maintenant, bon, moi je ne sais pas comment cela se passe au sein du ministère des Affaires étrangères, puisque je n'y suis pas. Donc, peut-être que le SAMEO aussi a ses raisons, mais la raison fondamentale est que c'est un ministère dans lequel le chef de l'État peut disposer comme il veut. Oui, mais maître, ici, on a observé que c'est juste après un mot d'ordre de grève où le syndicat UNAPOL précisément avait voulu débrayer dans une guerre illimitée pour contester et même demander la tête du ministre, et que c'est au lendemain, quand il y a eu les négociations avec le Premier ministre, que cette offre-là a été faite. Est-ce que ce n'est pas une façon tout simplement de calmer des gens qui voudraient... Ça, je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas le cas? Bon, de toutes les façons, même si c'est le cas, comme je vous ai dit là, le chef de l'État décide en toute souveraineté ce qu'il estime être bon pour le pays, quitte à répondre maintenant devant la nation de ce qu'il a fait à la fin de son mandat, ou bien avant même la fin de son mandat. Vous avez vu des gens qu'on a cherché sur d'insurrection, etc., Omar El-Béchir, etc. Donc, c'est des domaines dans lesquels on ne peut pas trop, comment je vais dire là, s'immiscer, parce que ce sont des domaines de souveraineté. Voilà. Évariste Konsebo, dans un climat d'insécurité où on a besoin de la police, des officiers de police, si on nous prend une centaine pour les envoyer en ambassade, est-ce que cela ne pose pas vraiment un problème d'opportunité? Vous voyez que ce sujet est directement en lien avec celui que nous venons d'évoquer. Dans les villages, les populations sont laissées à elles-mêmes et ailleurs on prend des... C'est la question de la gouvernance et de leadership, ça il ne faut pas se cacher. Et ça me donne l'occasion encore de comprendre. Je ne comprenais pas quand, pendant la Révolution, on s'est mis à taper sur les fonctionnaires et autres tout. Je dis, mais au Burkina, il n'y a pas de classe dominante et autres, mais c'est eux qui ont l'appareil, c'est eux qui ont le pouvoir. Et c'est les syndicats aussi qui améliorent, parce que là, c'est des leçons de gouvernance que les syndicats sont en train d'administrer à nos autorités politiques. Ça, il faut le reconnaître. On a beau dire, mais les syndicats, dans notre contexte, ont été très utiles. Voilà, par exemple, quand on regarde le contexte, l'opportunité, ça ne souffre nullement que ce n'est pas opportun, que dans un contexte aussi délétère sur le plan sécuritaire, on utilise des officiers, et ça doit être certainement la crème des officiers de police, ceux qui peuvent concevoir, pour les envoyer dans des ambassades. Qu'est-ce que ces gens peuvent faire dans les ambassades que les diplomates eux-mêmes ne peuvent pas faire? Ça, c'est la question. Maintenant, conflit de compétences, ça, c'est clair aussi. Et bon, c'est vrai que souvent on reproche des choses aux syndicats, mais là, quand on regarde, c'est vraiment, ils donnent une vraie leçon de gouvernance à nos autorités. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord avec eux, c'est que c'est par politesse, je pense. Je trouve qu'ils s'en prennent très, très sévèrement
à leur ministre. Parce qu'ils le traitent même d'irresponsable quelque part et d'anachronisme. Mais parce que le responsable du département de la diplomatie, c'est qui? C'est le président du FASO. Et je suis sûr que M. Alpha Bari n'a pas pris sur lui cette décision sans avoir eu l'accord du chef de l'État. Donc, il serait mieux fondé de s'adresser directement au chef de l'État. Voilà. Lagui Bamba, effectivement, pour parler de leur dureté envers leur ministre, ici ils disent que leur mode de gestion, parlant donc du ministre Alpha Bari, est une expression du manque de considération vis-à-vis du travail des diplomates et une volonté inavouée de spolier le milieu diplomatique en expropriant les diplomates de leurs prérogatives au profit d'autres acteurs acquis à leur cause. Alors, si on suit toutes les raisons qui ont été évoquées, même peut-être les exceptions qui auraient pu faire que cet envoi de policiers ne soit pas vraiment quelque chose d'acceptable, pourquoi donc on forme donc les diplomates désormais au Burkina? Parce que ce débat-là, il revient toujours. On forme des diplomates de carrière, on forme des diplomates pour animer les différents services au niveau de nos ambassades. Et finalement, on envoie des gens qui ne sont pas, qui ne sont pas de cette formation, de ce profil. Non, moi je dis tout simplement que ces diplomates qui sont dans la maison, qui sont les hommes de la maison, s'ils sortent pour nous dire ce qui se passe dans la maison, on ne peut que leur croire. Parce que contrairement à eux, le ministre, il n'est pas diplomate, il ne faut pas oublier. Ce n'est pas un diplomate. C'est vrai qu'il a été nommé ministre des Affaires étrangères, mais il n'est pas diplomate de carrière. C'est un journaliste comme nous ici. Donc, il devait apprendre aux côtés de ces gens qui parlent là. C'est eux qui connaissent mieux leur domaine. Et quand ils le disent, comme on le dit, quand le crocodile, c'est quoi le proverbe là? Le caïman sort de l'eau pour dire que non, c'est quand le crapaud qui sort de l'eau pour dire que le caïman a mal mal à l'œil. On ne peut que le croire. C'est ça la réalité. Et moi, je suis encore plus enclin à croire ces gens que quand on regarde le contexte même dans lequel tout ça intervient, figurez-vous qu'on est dans un processus de rationalisation des dépenses dans les ambassades au niveau de ce département-là. Il y avait un comité qui était mis en place, qui était en train de réfléchir comment, parce qu'il s'est trouvé que, et moi j'ai eu la chance de discuter avec un ambassadeur qui est en poste quelque part dans un pays, qui dit que la situation est tellement intenable actuellement dans la plupart de nos ambassades à l'étranger que eux-mêmes en tant qu'ambassadeurs ne comprennent pas cette mesure-là. Figurez-vous un ambassadeur qui le dit. Parce qu'il y a tellement de dépenses là-bas auxquelles ils n'arrivent pas à faire face, qui se demandent bien où on va trouver encore ces ressources-là pour venir faire face à ces dépenses encore qu'on vient ajouter à ce qui était déjà là avec les policiers qu'on doit déménager avec les familles et tout ça pour aller scolariser. Et même donner un exemple d'un diplomate qui est aux États-Unis, qui a des difficultés pour scolariser ses enfants. L'État a encore du mal à scolariser ses enfants. Figurez-vous qu'on a dans une situation comme ça, et puis on vient prendre des mesures comme ça, et là, contrairement à ce que Maître dit, moi j'ai dit non, c'est vrai, ça peut être un domaine de souveraineté, mais ça ne veut pas dire aussi qu'on doit laisser l'État faire à sa tête. Ça, je ne suis pas d'accord du tout. D'ailleurs, même c'est une raison de plus pour qu'on puisse avoir un regard, parce que c'est un domaine de souveraineté qui touche, à nous tous, ce n'est pas au chef d'État, tous les Burkinabés que ce domaine-là touche en premier lieu. Donc si ça ne va pas là-bas, ce n'est pas le chef d'État qui a casqué, c'est nous tous qui allons casquer. Donc on doit avoir un regard sur ce qu'il fait là-bas. Pas parce que les chefs d'État, on doit le laisser faire à sa tête, parce que si demain ça caille, ce n'est pas lui qui va supporter, nous tous on va supporter. Donc moi j'ai dit que quand il y a des décisions comme ça qui sont prises, quand on voit que c'est manifestement des décisions inappropriées, on doit pouvoir les dénoncer avec véhémence pour que ça puisse changer. Ce n'est pas parce que les chefs de l'État qu'on doit le laisser faire à sa tête dans tous ces domaines-là. Figurez-vous que dans les ambassades, il y a déjà ce qu'on appelle les attachés militaires qui sont là pour jouer un rôle de renseignement et tout ça. Ces policiers qu'on envoie là, c'est pour aller faire quoi? Et la sécurité. On dit sécurité. Est-ce qu'un seul policier peut aller assurer la sécurité d'une représentation diplomatique à l'étranger? On a dit que c'est le pays qui accueille ces ambassades qui doit assurer la sécurité. Un seul policier qu'on va envoyer dans une ambassade, il va assurer la sécurité comment? On nous dit non, que c'est peut-être pour les renseignements. L'attaché militaire qui est derrière là-bas, il fait quoi? Ça ne suffit pas déjà pour les renseignements? Pendant qu'on est dans un pays où on a besoin de ces gens-là ici pour concevoir, comme le grand frère Évariste l'a dit. On a des problèmes en interne ici pour faire face à des terroristes qui sont en train de rentrer à Ouaga. Aujourd'hui, ils sont au port de Ouaga. On laisse ça, on s'en va envoyer des policiers en ambassade pour aller faire quoi? C'est l'opportunité de cette décision qui pose problème. Et ces diplomates qui sont en train de crier leur détresse, aujourd'hui, ils ont totalement raison. On ne peut que les soutenir dans ces cris-là, parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. D'accord. Alors, maître, ici, les diplomates disent qu'ils jugent la manœuvre comme étant quelque chose tout simplement qui ne correspond pas à
à une nécessité, encore moins au terme du décret portant organisation type de missions diplomatiques consulaires et des conventions de Vienne de 61-63 sur les relations diplomatiques. C'est-à-dire que ces policiers, quand on regarde un peu tout ce qui structure et tout ça, ils n'ont pas leur place là-bas. Et Non, en plus de ce qu'on dit, même s'il y a la souveraineté de l'État, est-ce que l'État est plus souverain à l'extérieur qu'à l'intérieur quand on a besoin, par exemple, des officiers de police pour faire front à la situation? Non, d'abord, ça dépend du statut que ces policiers-là vont avoir. Ce n'est pas sûr qu'ils aient un statut diplomatique. Tous ceux qui sont dans les ambassades n'ont pas le statut diplomatique. Et deuxièmement, ce que vous avez dit là... Mais quel autre statut ils pourront avoir si c'est le Burkina qui les affecte en ambassade à l'extérieur? Non, il y a des agents d'ambassade. Il y a des agents d'ambassade. Et par exemple, vous pensez que par exemple le secrétaire qui est dans les ambassades du Burkina Faso, etc., a un statut d'agent diplomatique? Il y a un personnel. Mais ça, c'est du personnel recruté sur place. Il y a des catégories de personnel. C'est le personnel recruté sur place. Il y a des catégories de Mais personnel. ici, ils sont recrutés au niveau du pays et envoyés par l'État. Donc, il n'est pas un statut diplomatique. Forcément, ils ont un statut diplomatique. Non, il peut avoir un statut particulier. Voilà. Mais vous m'avez fait perdre. D'accord. Et deuxièmement, ce que je vais vous dire, c'est que l'ambassade du Burkina Faso à l'étranger, c'est le Burkina Faso. C'est toujours le territoire burkinabé. Dans l'extraterritorialité. Si vous allez à l'ambassade du Burkina Faso à Paris, vous êtes au Burkina Faso. Et la France n'a rien à voir dedans. Là, si vous allez à l'ambassade des États-Unis ici, c'est les États-Unis. Oui, mais donc, c'est pour vous dire que c'est toujours sur le territoire burkinabé. Est-ce qu'il y a à dire que d'abord, si on est en France, c'est l'euro qu'on consomme, on ne consomme pas le franc CFA, ça c'est déjà le premier exemple. Si on est en France, la sécurité de l'enclave diplomatique burkinabé est faite par la France et non pas par le Burkina. Qu'est-ce qu'un policier donc Non, ça n'exclut pas qu'il y ait des agents burkinabés aussi. Ça n'exclut pas ça. Quand un chef d'État étranger vient ici, sa sécurité relève du Burkina Faso. Mais il vient avec ses gardes-corps aussi. Mais on a déjà les attachés militaires au niveau des ambassades. Est-ce que ça suffit? Moi, je vous ai toujours dit, le chef de l'État, il apprécie. S'il estime que ce n'est pas suffisant, mais il nomme d'autres personnes. Il apprécie en toute souveraineté. Maintenant, cette appréciation peut être discutée. Est-ce que vous avez vu? Bon, vous avez dit qu'il y a des policiers qui manquent pour assurer la sécurité au Burkina Faso. Oui, tout à l'heure, on en parlait. Même ici, même ceux qui sont ici, là, ils ne sont pas équipés pour faire face au terrorisme. Donc, il faut les envoyer ailleurs. Donc, même ceux qui sont ici sont inefficaces dans la lutte contre le terrorisme. Et ça, on le critique déjà. Donc, on le critique, on veut que ça soit amélioré. On ne peut pas rajouter encore. Donc qu'il soit là ou pas. Ça, c'est comme si on rajoutait. Non, c'est moi qui ai la parole. Non, mais je ne veux pas. Je réagis pour aussi faire avancer le débat. Oui, mais si on parle tous ensemble, on se comprend. D'accord, allez-y, maître. Voilà. Donc c'est pour vous dire que même les policiers qui sont ici déjà sont désœuvrés. Si vous allez dans les commissariats de police, ils se sentent incompétents face aux périls qu'ils ont. Donc il faut augmenter. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un problème de gouvernance. C'est tout. Donc c'est le chef de l'État qui gouverne selon sa politique. Et il revient maintenant à la population de les sanctionner éventuellement ou de donner son point de vue. Après tout, c'est eux qui l'ont élu. Merci. Bon, moi, je voulais dire quelque chose. C'est un problème de gouvernance. Il faut dire que dans ce cas d'espèce, c'est un mauvais choix de gouvernance. Ça, c'est un exemple de mal-gouvernance. Parce que finalement, on ne voit vraiment pas l'utilité. On ne voit vraiment pas l'utilité. Moi, je voulais juste sur la question. Vous vous souvenez, il y a quelques mois déjà, on avait affecté, je crois, un douanier quelque part. Voilà, et ça avait fait l'objet de beaucoup de choses sur le coût de ce monsieur, lui et sa famille, tout. Et on nous avait sorti encore l'argument que Maître de Tambela est en train de nous servir sur la souveraineté, les patati patata, on nous a sorti cela. Bon. Quand on affecte des policiers, je suis bien d'accord que nos enclaves diplomatiques à l'étranger aient besoin de sécurité. Ça, personne ne doute de cela. Maintenant, l'opportunité d'envoyer un seul policier ou bien 2 policiers pour sécuriser l'ambassade du Burkina Faso, rue Haussmann à Paris, je veux bien savoir ce que ces 2 policiers vont faire. Ou bien à Washington, ou bien à Abidjan, à Abuja. Alors que même, comme on le dit ici, déjà nous avons des problèmes en cela. Donc je pense que il y a quand même quelque chose sur l'opportunité, comme Bama l'a dit, l'opportunité d'envoyer ces gens. Et l'utilité aussi. Voilà, parce que actuellement, qu'est-ce qu'on fait?
alors que notre pays est en difficulté. On n'est pas contre le fait que des policiers soient affectés, puisque dans tous les cas, il y a certains policiers qui sont là-bas. Et puis même pour le renseignement, on n'a pas besoin qu'ils soient affectés à l'ambassade. Il n'y a qu'à lui ouvrir une épicerie à Barbès, là-bas, il vous renvoie les renseignements que vous voulez. Ok. Alors, donc, est-ce que la question aussi, c'est la proximité de cette décision, ou si vous voulez, qui apparaît comme une conséquence du mouvement d'humeur qu'il y a eu, la grève qui allait devoir avoir lieu. Est-ce que c'est comme casser le thermomètre ou payer le plus fort pour ne pas... Non, ils utilisent des mesures assez, je veux dire, ridicules pour essayer de calmer les choses. On essaie de voir, bon, il y a certaines têtes assez dures à ces choses, on leur propose des postes, et comme chacun de nous, on est cupide d'une certaine manière, chacun de nous porte en lui une petite germe de cupidité, bon, on te propose, tu t'en vas, parce que, bon, et puis tranquille. Non, c'est ce que j'ai dit là, c'est-à-dire que on a vu que manifestement, il n'y avait pas de vision. Il n'y a pas une vision qui soutenait cette décision. C'est juste une revendication des policiers. On a vu que ça fait partie de la plateforme même des policiers qui ont revendiqué qu'on envoie leurs collègues en ambassade. Et ils haussent le temps maintenant d'aller en grève et tout de suite on prend la décision. Ça, c'est quelle gouvernance ça? Est-ce que ça veut dire que c'est une décision qui a été mûrie par le gouvernement qui obéit à un certain nombre de besoins qui étaient sur le terrain qu'on veut aller combler? Ça veut dire tout simplement que... Et le chef de l'État, c'est pas la première fois. Pour vraiment insister sur ce que le maître a dit là. Ça veut dire que le chef de l'État, c'est vrai, le chef de l'État, mais quand on voit qu'il déconne, il faut pouvoir le rappeler. Parce que c'est pas la première fois. Figurez-vous que c'était en 2017, cette histoire de haut représentant du chef de l'État. Où elle se passe aujourd'hui? Quand il a fait cette création-là, on a dit que ça ne répondait à rien, ça ne voulait rien dire. Les gens se sont levés, nous ont dit non, que s'il l'a fait, ça veut dire qu'il y a un besoin qui est là. Il y a un besoin que... vous avez appelé l'arrêt. Le haut représentant est devenu ministre de la Défense. Le poste, il est là. Il sert à quoi? Peut-être qu'il va nommer. Il est important dans ce pays. Il n'est pas encore tard pour nommer quelqu'un. Il ne faut pas laisser les gens dans les décisions farfelues. Et puis, c'est le pays qui a cassé à la fin. C'est pas bon. Merci. Non, pour terminer... Moi, tu es monsieur le sujet. Non, c'est pour dire ce sujet est intéressant, mais comme il y a des téléspectateurs qui vont appeler, forcément, on aura l'occasion d'en parler. Sinon, on ne pourra pas terminer. C'est pour dire qu'après tout, la mesure peut être attaquée devant les juridictions administratives. Merci. Alors, on termine. Là également, il s'agit des policiers. C'est une autre affaire des policiers. Des policiers, eux, qui sont des sous-officiers. Donc de police qui ont un autre problème avec leur administration policière. Donc il y en avait eu 21 qui ont été licenciés dans des conditions qu'on a trouvées un peu difficiles à comprendre, complexes. Et les policiers en tout cas ont crié à l'arbitraire. Et puis récemment, ils ont suivi donc la voie judiciaire. Le tribunal administratif a donc décidé tout simplement que en faveur de ces policiers qui ont donc introduit tout simplement une requête. Et le tribunal administratif a décidé de la réintégration et du rétablissement du mandatement des salaires qui avait été suspendu depuis août. Non, franchement, souvent sur ce plateau... Là encore, c'est un autre cas de gestion. C'est le paradoxe. Dans un contexte où on a besoin de tous les effectifs de la police, surtout de la police, comme on le dit, parce que les victimes sur le terrain, c'est des victimes en fait qui sont dans des villages, dans des endroits, comme il dit, dans l'arrière-pays, où les premiers répondants en matière de sécurité, c'est la police. Donc, on a besoin de gens, on ne comprend pas le paradoxe. Alors, ici, ce qui est un peu intriguant, qui pourrait peut-être expliquer d'autres choses, ou peut-être... Ceux qui sont visés ici, ce sont les responsables d'un syndicat, donc l'APN. Et ce sont les responsables. On s'est dit, l'APN qui compte à peu près 4000 adhérents, si sur le territoire national, on coupe la tête, est-ce que les autres membres vont pouvoir fonctionner convenablement? Non, mais il y a un facteur qui va démoraliser les gens, c'est un. Les deux, si la justice vient de rétablir en fait ces personnes-là dans leurs droits, ça veut dire qu'il y a eu des bavures. Et c'était le lieu ici pour nous de dire que franchement, on se demandait qu'est-ce que le ministre de la Sécurité travaille. Parce que normalement, une crise en interne, on la voit venir, on la voit naître, on la voit se développer. Et le rôle du ministre, c'est de s'en saisir et de faire en sorte, surtout dans un contexte où on a besoin vraiment d'une cohésion au sein de la police, de s'en saisir et de trouver les solutions. On a l'impression, non, que c'est un braquage et on n'en a même pas regardé. Regardez les dégâts. Ils ont mis combien de temps depuis août, pour être établis dans des sous-officiers qui devaient être dans les commissariats et tout ça. Donc finalement... Le fait que la justice revienne sur les décisions prises par le gouvernement montre carrément que sur le plan technique, notre gouvernement est incompétent. Et puis sur le plan politique, c'est des irresponsables. Ils prennent des décisions, puis on les rétoque facilement comme ça à la justice. Ce n'est pas sérieux. Et puis quand on regarde, il y a un acharnement contre un syndicat, et puis un autre syndicat qu'on caresse dans le sens du poil.
Ils tentent de jouer un peu la division pensant que ça va résoudre le problème. Non, il faut peut-être jouer sur la carte de l'union. Il peut y avoir 2 syndicats et ces 2 syndicats peuvent travailler en bonne intelligence pour le pays. On n'est pas contre les policiers, on n'est pas contre les choses, on est contre la mauvaise gouvernance. Et c'est de ça. Tout ce dont on parle ce matin a été développé en long et en large sur ce plateau. Les gens s'en fichent, ils veulent faire ce qu'ils veulent, ils veulent faire des petits cadeaux à leurs petits copains, ils veulent faire des petits arrangements entre eux. Bon, ça ne va pas, ça ne peut pas résoudre la question du pays. Il faut que les gens soient responsables, ils prennent leurs responsabilités sur les vrais problèmes, au lieu de passer le temps à régler des petits comptes parce qu'on n'aime pas la tête de Faustin Consembo, on va lui envoyer un caillou, on aime Maître de Tambela, on le promet président des avocats, des bâtonniers du Burkina Faso. Ça ne résout pas le problème. Tout à fait. Il faut gouverner sérieusement pour que le pays sorte des difficultés. Maître a besoin de dossiers. Bama, alors la question ici c'est quoi? On a d'un côté l'APN, qui est comme le syndicat sur qui on abat toutes sortes de souffrances, et on a de l'autre côté l'UNAPOL, qui est comme le syndicat qu'on charrie bien et qu'on promet même d'envoyer des membres aux frais en ambassade. Est-ce que dans ce climat, comment est-ce qu'on peut penser une police réellement efficace, une police vraiment qui fasse en tout cas une bonne mission? C'est toujours dans le même tempo dont on parle depuis. C'est-à-dire que c'est la malgouvernance, c'est le problème de gouvernance dont on parle depuis le début. Là. Mais est-ce qu'il ne faut pas peut-être mettre un terme à tous ces syndicats? Absolument. Non, pas aux syndicats. On ne peut pas vivre sans des syndicats. Ça, c'est impossible. La preuve en est que ces syndicats, ils ont leur apport dans la bonne gouvernance de ce pays. Ça, c'est indéniable. Il n'y a que moins de 5-6 ans que ces syndicats existent. Maintenant, il faut se rappeler aussi le contexte de naissance de ce deuxième syndicat, l'APN. C'est quand le gouvernement a voulu mettre la main sur les syndicats qu'ils sont arrivés là. Il ne faut pas être chose naïf. Ils ont voulu mettre la main sur l'UNAPOL. Les gens ne voulaient pas. Ils ont forcé. Et les gens qui ne voulaient pas sont sortis aller créer l'autre syndicat. Et la preuve en est, aujourd'hui, c'est l'UNAPOL qui est devenu leur petit ami, à qui ils donnent tout. Et maintenant, l'autre, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas qu'en faisant tout ça, ils sont en train de faire grandir ce nouveau syndicat-là. Parce qu'aujourd'hui, il devient forcément l'ami de tout le monde. La sympathie populaire est tournée vers celui-là qu'on est en train de brimer depuis longtemps. Et c'est tellement méchant que, figurez-vous, depuis combien de mois, 7 mois aujourd'hui, ces gens-là, ces responsables syndicaux, sont sans salaire. Figurez-vous, dans un pays comme le Burkina, les gens qui ont leur salaire ne s'en sortent pas. Vous privez ces gens de façon arbitraire de leur salaire. Les enfants, les femmes, comment ils vivent depuis tout ce temps? Pour des petites questions de calcul personnel, de petits arrangements entre amis, on brime des familles comme ça dans ce pays. Et on veut qu'il y ait la justice, on veut que les gens s'en sortent, qu'il y ait une réconciliation dans ce pays. Ce n'est pas possible. Il y a tellement d'injustices qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et il faut que les gens se ressaisissent parce que ce n'est pas la première fois. La même situation s'est posée au ministère de la Justice, il ne faut pas oublier, avec les gens de la GSP. Oui. On a sanctionné les gens aussi arbitrairement comme ça. Finalement, la justice a retoqué la question, on a rétabli dans leurs droits et l'État doit payer de l'argent pour ça. Et juste que dans ça aussi, on va arriver à une situation où l'État a déposé de l'argent pour simplement des petites humeurs de ministres qui veulent vraiment imprimer leur volonté à une situation qui est nationale. Ce n'est pas leur champ, hein, le ministère. Il ne faut pas que les gens oublient. Il faut gérer le ministère avec vraiment beaucoup de responsabilités. C'est pas on est ministre qu'on devient vraiment un super homme. On doit faire ce qu'on veut dans un ministère sans tenir compte des règles élémentaires de l'administration publique. Mais Bama, est-ce que pour tout ça, est-ce que pour arrêter tout ça, parce que nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est qu'on ait une police qui fasse réellement sensation, je dirais, qui soit efficace sur le terrain face à la réalité qui est là. Est-ce que ces petites querelles du genre politique, etc., pour arrêter tout ça, est-ce que ce n'est pas bon peut-être de mettre en berne ces syndicats-là et qu'on continue avec une administration, une institution policière unique Non, je suis catégorique. Il n'en est pas question. D'accord, c'est pas question de mettre... Non, il faut que je vais argumenter. Justement, la meilleure façon de répondre à cette situation, c'est de répondre aux problèmes qui sont posés. Pas souvent dans ce pays, le problème qu'on a, c'est que souvent on oublie les causes, on ne voit que les conséquences. Merci Bama, c'était juste une appréciation. Merci. Ce que Bama dit est juste, mais on peut y remédier, c'est-à-dire qu'il faut dépolitiser ces administrations-là. Si on remet en fait un système vraiment de compétences, de gouvernance vraiment vertueuse, vous allez voir que les syndicats ne seront même pas utiles. Parce que les syndicats viennent, parce qu'il y a des problèmes politiques qui s'y mixent dedans. Dès que les causes sont annihilées, la conséquence disparaît aussi. Mais on ne peut pas laisser la cause, vouloir traiter la conséquence pour penser qu'on va régler le problème. Tant que la cause est là, le problème sera toujours là. Ce n'est pas possible de... Merci à vous. On va terminer avec le Soudan. Oumar El-Béchir, finalement,
qui avait en tout cas été tout simplement, il subissait des mandats d'arrêt, il n'avait pas été arrêté, des pays avec, même l'Afrique du Sud, etc., l'avaient protégé. Tous les pays. Donc après sa chute, aujourd'hui, son pays a décidé de le remettre à la CPI. Alors pour certains africanistes, la CPI ne doit pas être, en tout cas ne doit pas recevoir des présidents, des chefs d'État africains. Maître, c'est normal que vous qui êtes panafricaniste, etc., c'est normal qu'on envoie un chef d'État répondre de ces faits devant la CPI. Vous avez dit qu'il avait été protégé, etc., tout. Ce n'est pas tout à fait exact. Oui, mais bien sûr qu'il allait au sommet de l'Union africaine pendant qu'il était, sous mandat. Il voyageait, il allait en Afrique du Sud. Il faut préciser, il a été en Afrique du Sud, il était dans un autre pays aussi, où on a refusé de l'extrader. Mais ce sont les décisions judiciaires de ces pays qui ont refusé. En Afrique du Sud, et motivés d'ailleurs, et bien motivés. Donc il y avait une raison. Parce que le chef d'État, tout chef d'État qui qu'il soit, jouit de l'immunité personnelle. Et on ne peut pas poursuivre un chef d'État comme ça. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, le Soudan, je ne crois pas que le Soudan soit parti de la CPI. Non, ils ne font pas partie. Voilà. Donc le Soudan n'est pas un membre de la CPI. De ce fait, arrêter un président soudanais n'était pas aussi simple que ça. Si le Soudan était membre de la CPI, c'était encore plus facile. Mais Omar el-Béchir, président du Soudan, ne faisant pas partie de la CPI, juridiquement, c'était difficile. Et si vous lisez les textes, n'est-ce pas, de motivation de ces arrêts, etc., vous voyez que, quand on ne connaît pas le fond du problème, on le voit superficiellement, et on voit la main du politique partout, etc., etc. Mais ça n'a pas été facile pour ces pays-là même de refuser d'extrader Omar el-Béchir. Ça a été des luttes internes. Oui. Donc, c'est pour vous dire que généralement, les gens se prononcent sur des problèmes qu'ils ne connaissent pas. Maintenant que le Soudan ait décidé d'extrader, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, il faut dire que la CPI elle-même ne peut pas arrêter quelqu'un. Ce n'est pas possible. Il y a deux possibilités. Soit c'est le pays qui demande à la CPI d'intervenir, soit c'est le Conseil de sécurité qui demande à la CPI d'intervenir. Voilà comment ça se passe. Et pour le cas du Soudan, par exemple, la CPI le Soudan ne faisant pas partie de la CPI, Le Conseil de sécurité. ça a été une résolution du Conseil de sécurité qui a demandé à la CPI d'enquêter sur ce qui se passe au Soudan. Voilà comment ça s'est passé. Et donc maintenant, Omar el-Béchir ne bénéficiant plus d'immunité, son pays a sans doute donné l'accord maintenant pour qu'il soit extradé. Voilà comment ça se passe. Sinon, ce n'était pas aussi simple que ça. Oui, mais est-ce que maintenant la question, c'est les africanistes disent que, voilà, on a vu le cas Gbagbo Laurent, etc., qu'il ne faut pas. D'accord. Ali, très rapidement. Et puis on va prendre notre premier. Oui, bon, moi, tout le monde connaît ma position par rapport à la CPI. Je ne suis pas d'accord qu'on extrade nos chefs d'État, nos politiques vers la CPI. Ce n'est pas que je suis contre, je sois pour l'impunité. Je pense qu'on peut trouver un mécanisme pour juger nos chefs d'État, nos hommes politiques qui commettent des bavures, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. On a vu le cas Hissène Habré au Sénégal, et où un de nos compatriotes était président du jury qui a fait un travail extraordinaire. On aurait pu trouver un mécanisme pour régler. Et puis je pense... Mais ça coûte cher parce que mais si ça même là-bas, c'est l'Union européenne qui a financé. Oui, même si ça coûte cher, il faut trouver le mécanisme. Voilà. Et puis ensuite, ceux qui veulent amener les choses El-Béchir à la CPI sont rigolos. Est-ce qu'El-Béchir était au Darfour pour faire les trucs? C'est le même système qui est là. Ce sont ces mêmes gens qui gouvernaient, qui ont repris Très rapidement, Bama, ta position sur cet envoi de Béchir, la décision de son pays de l'envoyer, très rapidement. Non, c'est ce qui a été déjà dit. Hein. Ça répond à une logique qui est que le monsieur, tant qu'il était aux affaires, il n'était pas. Maintenant qu'il n'est plus aux affaires, il est devenu vraiment... Wanted. Voilà, donc maintenant... En fait, ce qui est plus intéressant, c'est de voir quelle compromission la junte voilà. a dû faire avec la CPI, parce que tous les crimes dont on a fait M. Bachir, mais ils étaient tous là, comme Ali l'a dit, c'est le même système. Donc, et c'est cette même jeune qui a réprimé de façon inhumaine. Donc, certainement, or, on sait que comme la CPI n'a pas d'organe d'exécution, il faut collaborer. Donc, quelle est la compromission alors qu'ils ont dû faire pour pouvoir donc le deal en fait, c'est ça. On va prendre quelqu'un. Juste une petite précision. Oui. C'est pour dire que partir à la CPI ne veut pas dire qu'il est coupable.
Ça veut dire qu'il y a des indices qui peuvent peser sur lui. D'accord. Vous avez vu la preuve avec Barbeau et puis Blé Goudé, etc. Barbeau a fait 8 ans quand même. Ou bien Jean-Pierre. On va prendre notre, d'accord, on prend notre premier téléspectateur, M. Seydou Ouedraogo, qui appelle de Ouagadougou. Il voudrait intervenir sur l'assassinat du pasteur Tombiano, oui c'est bien ça, du pasteur Tendano et 4 de ses proches. Allô? Oui, bonjour M. Ouedraogo. Bonjour M. Ousmane. Comment vous allez? Oui, je vais dire par la grâce de Dieu. Merci, allez-y pour votre intervention. Ok, merci bien. Bon, c'est vrai, c'est déplorable ce qu'on a vécu ces derniers jours. Oui. C'est vraiment insupportable. Cela nous réconforte dans le sens d'aller lutter facilement contre ces terroristes qui sont ça pour nous loin. Aucun brin d'humanisme à leur niveau. Maintenant, ça soulevait des débats quand j'ai écouté par rapport à la question de la guerre entre la gestion, en fait, les moyens, les moyens militaires attribués, accordés aux policiers ou pas. Voilà. Et sur cette question, moi je pense que j'aurais souhaité plutôt que l'ensemble des invités se prononcent plus sur l'intervention du président à Tinkologo, au fait national, au fait de l'indépendance, qui a bien dit que, voilà, je résume un peu ses propos, que en fait, la sécurité intérieure, effectivement, ça appartient aussi à la police, mais au niveau des frontières, on peut quand même, c'est pas le terme quand même qu'il a utilisé, mais on peut effectivement armer les policiers de sorte qu'ils puissent faire face aux terroristes. Moi, je pense que c'est une orientation que le président a donnée à l'époque. Maintenant, jusqu'à présent, si cela n'est pas mis en œuvre, moi, je pense qu'il y a mal donne quelque part. Et cette mal donne ne favorise vraiment pas, ne va vraiment pas dans en ligne directe dans le cadre de la lutte tous les luttes contre le terrorisme. Il faut que ceux qui sont chargés de mettre en œuvre ces orientations-là s'appliquent et que ça aille très, 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 très rapidement. Voilà. Dans le même temps, toujours, sur cette question, moi j'aurais souhaité qu'au niveau des points aussi sensibles, des points qui sont un peu aussi exposés, qui sont plus exposés, qui sont vulnérables là, par exemple les lieux de culte là, qu'on puisse mettre des forces, ils peuvent s'organiser, que ce soit les FDS ou bien les volontaires là, qu'on puisse les recruter, qui puissent assurer de façon discrète, que si, je veux dire, s'il s'agit des FDS, qu'ils ne soient pas en tenue, qu'ils soient mélangés à la foule, qu'on puisse savoir que telle personne est un SDS ou bien est un volontaire. Tout à fait, de façon diffuse. C'est ça, voilà, oui. de façon diffuse, voilà, voilà, pouvoir assurer, parce que on sent qu'ils sont beaucoup vulnérables, alors que il y a personne à côté qui puisse réagir au moment opportun. Merci. Je pense qu'à cette position, on peut quand même... Merci, M. Ouedraogo. Merci, M. Ouedraogo. Voilà. Il a parlé d'orientation que le chef de l'État aurait donné. Mais attendez. Qui dit aux frontières, on peut donner le même type d'armes à tout le monde. Tout revient, la responsabilité remonte au chef de l'État, parce que c'est qui nomme le ministre de la Sécurité, qui doit opérationnaliser tout ça, c'est lui. Oui, mais il y a quand même la responsabilité en cascade. Mais attendez. La première étape, c'est quand même le ministre de la Sécurité qui est chargé quand même de faire marcher les choses. C'est lui qui doit actionner tous les services techniques pour pouvoir prendre en compte ce que le chef de l'État a dit. S'il n'est pas capable de le faire, il fait quoi là-bas à sa place? D'accord. Non, mais pour rejoindre ce que Conseil dit, il faut dire qu'il y a un contrat entre le peuple et le président. Le peuple élit un président pour gérer ses affaires. Maintenant, le président, comme il ne peut tout faire, il nomme des hommes de confiance pour l'aider. Donc, c'est lui qui est responsable de l'équipe qu'il met en place. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as nommé un ministre de la Sécurité que tu nous fermes les yeux, tu ne t'intéresses plus à ce qu'il fait. Non. Il y a le ministre de la Sécurité, il répond devant le Premier ministre, il répond devant le président du FASO. Et chaque fois que ça ne va pas, le président doit interpeller qui de droit
pour voir que... Mais est-ce qu'à cette allure-là, on aura vraiment des présidents super intelligents, super Non, omnipotents, on n'a pas besoin de super ça. omniscients? On n'a pas besoin. Parce On n'a que pas s'il besoin. y a un premier ministre qui est là, qui est donc le maître, le chef d'orchestre, qui a son gouvernement, et lui, il ne peut pas aussi s'occuper de voir ce qui ne marche, ce qui ne fonctionne pas, Non, avant que ce soit le président. On ne demande pas au chef de l'État d'être un homme surhumain, mais à partir du moment où il est élu par le peuple, sur la base de son programme, et qu'on lui donne le loisir de nommer ses collaborateurs, c'est parce qu'on veut lui demander des comptes en cas de problème. Sinon, on aurait mis les postes de ministre là aussi Appel à candidature à élection pour dire, bon, pour être ministre, voilà, quels sont ceux qui veulent être ministre de la Défense, déposez vos dossiers et puis le peuple va voter. Voilà. Mais toi, on te dit, voilà, c'est lui qui nomme. D'accord, ok. La preuve où Séni était quelque part, je ne sais pas où, et ils sont allés le chercher là-bas. D'accord. Pour le On prend nommer, notre second téléspectateur, M. Ilboudo Lamoussa François, sur l'assassinat du pasteur Tendano. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Et Et parlez un peu plus fort. Oui, je disais, Donc, avant allez-y. de venir sur le sujet, et je ne sais pas si vous me permettez de dire un mot sur le livre de Lionel Bugo. Le livre 2 Non, non, Lionel ce Bugo. n'est pas le sujet. Allez-y directement sur celui que vous Ah, avez pas de choisi. problème. Mais j'espère que vous allez faire une émission là-dessus pour qu'on puisse quand même en débattre. Ok, je dirais tout simplement que pour moi, ça ne m'étonne pas. C'est une situation qu'on ne peut plus pleurer. Maintenant, est-ce que ce n'est pas devenu une habitude de voir des gens qu'on vient prendre ce jeu, aller exécuter? Il paraît qu'il y a quelqu'un qui est chargé de notre sécurité et de la sécurité du territoire en général. Moi, je pense que ce pays a un problème de fond, c'est qu'on mélange assurer une population et mentir à la population. Tout notre problème là vient de là. Si nous n'apprenons pas à dire la vérité à la population, je suis certain qu'un jour, la population va se retourner contre ses leaders. Parce qu'en réalité, c'est pas en voulant, même si vous voulez rassurer quelqu'un le mental, le jour qu'il va découvrir la vérité, il sera plus écœuré par vous que par celui qui l'attaque. Il faut que nos autorités apprennent à dire la situation réelle du pays à ceux qui y vivent, pour éviter les massacres inutiles que nous avons connus depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. C'est des choses qu'on pourrait éviter si on était quand même un peu plus regardant et puis si on avait un peu de vision dans la gestion du pays. Mais comme à l'habitude dans ce pays, depuis que le pays existe, ça veut dire qu'on le conduit de jour au jour. Ça veut dire que c'est comme si on se lève le matin, on se demande qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Il n'y a pas de prédictivité, il n'y a rien. Ça veut dire que Monsieur Ilboudo, Monsieur Ilboudo, ça c'est le constat que vous faites, mais concrètement, comment on peut faire pour, par exemple, parer à ces situations d'enlèvement, etc. Comment on peut faire? Si on avait, dès les premiers instants, en 2015, quand moi-même, Ilboudo Lamoussa François, j'avais donné l'alerte qu'il faut former les gens à se défendre. Si on avait déjà commencé à prendre ça en considération, je vous assure qu'il y aurait des organisations d'autodéfense dans les quartiers qui vont permettre qui ne vont pas permettre que pendant un coup d'État, on vient enlever des gens et les exécuter. C'est parce qu'on sait, on réfléchit par procuration. Parce qu'on a entendu que chez les Blancs, on ne doit pas faire ceci, mais aussi on dit la même chose. Pourtant, on ne dit pas les mêmes réalités. Je vous dis qu'aux États-Unis, il y a des groupes d'autodéfense aux États-Unis. C'est le pays qui se dit le pays des droits de l'homme. Ça veut dire pas une situation donnée, chercher des solutions qui cadrent avec votre réalité. Maintenant, voilà, on est dans le... Les gars, ils ont presque tout pris. Si ce n'est pas Ouadou seulement, ils ont presque tout pris. Maintenant, on ne peut pas dire ça aux gens. Si on les dit, ils vont avoir peur. Mais on est là maintenant, on tourne en rond, alors qu'on sait consciencieusement qu'on maîtrise plus grand chose. J'écoutais le colonel et Jules Bâtonnet qui disait que pour avoir une force d'intervention, il faut du temps. Moi, je me posais la question, est-ce que quand les gens vont venir, ils vont trouver le Burkina? Quand ils vont finir de faire la formation de ces gens, est-ce que le Burkina sera toujours sur la carte? Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de prévision. On est allé comme ça et maintenant, ça veut dire on voit les choses venir, mais on ne peut rien faire. C'est pas mal. Et pendant que les gens mentent, il y a des gens qui croient faire mal ce qu'ils disent. Ils meurent gratuitement. D'accord. C'est ça le drame de ce pays. Merci, monsieur Ilboudo Lamoussa François, pour votre intervention. Réaction? Bama? Non, moi ce que je retiens sur l'intervention, c'est qu'il a touché un problème qui est très très fondamental, la question de la qualité
du personnel politique qui nous gouverne. C'est très important. Du leadership. Oui. Parce que le chef de l'État, son gros péché dans cette affaire, c'est qu'il ne s'est pas donné la peine de s'entourer de gens qui sont à la hauteur de la tâche qui est la sienne dans ce contexte-là. Et c'est ça le gros problème aujourd'hui. Comment on peut comprendre que dans un gouvernement, en si peu de temps, des décisions aussi importantes soient prises et soient retoquées chaque fois par la justice? C'est-à-dire que sur toute la ligne, la justice a laminé le gouvernement sur tous les points de ces décisions. Et de surcroît, c'est au ministère de la Justice que ça commence. Un ministre de la Justice qui ose prendre une décision aussi importante, licencier des gens, et on vient lui dire que non, il n'avait pas raison de le faire. Ça n'a pas suffi. Quelques mois après, c'est un ministre de la Sécurité, des départements aussi sensibles, qui s'amuse avec la vie des gens comme ça. Comment vous pouvez comprendre ça? Merci. Donc c'est pour dire que dans notre administration-là, il faut que les gens soient plus sérieux que ça. Il faut qu'on prenne des gens qui soient vraiment des gens qui viennent pour servir le peuple vraiment. C'est très important. Les gens pensent qu'on devient ministre, on devient surhomme, on devient intouchable. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le sens même du service public. Oui, c'est ça. L'agent public, c'est d'abord, comme les Anglais le disent, c'est un serviteur, c'est un servant. Merci. Il doit être là pour servir les gens. Il ne vient pas pour se mettre dans la grosse veste et puis penser que non, il est tellement important qu'on ne doit plus. Non, c'est pas bon. Merci, Bama. On prend notre dernier téléspectateur, M. Ouangré Dieudonné, appel de Ouagadougou. Le même sujet, l'assassinat du pasteur Tendano. Monsieur Ouangré? Oui, bonjour. Allez-y, vous avez juste 1 minute pour votre intervention. Voilà, monsieur Ouangré, j'appelle de Ouagadougou. D'accord. C'était juste par rapport à l'assassinat du pasteur. D'accord. Je peux vous assurer que les lieux de culte là, il y a tellement de lieux de culte au Sahel et au Nord que finalement, demander à ce qu'on mette une protection sur chaque responsable de culte, c'est très difficile. Le Burkina Faso est un pays laïque et nous estimons qu'on protège les citoyens mais pas les institutions religieuses. Alors, je voudrais demander à M. Ali Compaoré, comment est-ce qu'il pense quelle stratégie il a pour qu'on puisse protéger chaque responsable religieux et sa famille et protéger les citoyens. Merci beaucoup. Oui, monsieur Ouangré Dieudonné, il faut dire que la question ici, quand vous prenez le pasteur Tendano, c'est une personnalité. On n'a pas quand même qui pourrait être peut-être la cible. Il y a des cibles vulnérables dans le lot général, dans la population, il y a des cibles. C'est de ça qu'il est question. Mais au-delà des cibles, en fait, l'exemple, c'est quoi? En fait, le message, c'est quoi? C'est que c'est un village qui est sans protection. Si des individus peuvent venir, enlever quelqu'un pendant 3 jours, repartir et que rien ne se... Ça veut dire en fait que c'est tout le village, c'est les populations, les citoyens même qui sont laissés à eux-mêmes. C'est ce que ça veut dire. Donc dans un tel contexte, ce n'est pas simplement les lieux de culte, mais c'est carrément tous les citoyens. Et bien sûr, en plus des symboles. Maintenant, en fait, ce que je veux dire par la situation vraiment délétère là, et qui fait qu'on a tendance à accuser le président, mais il ne peut pas aussi à sa décharge, il y a un Premier ministre. On peut discuter du rôle du Premier ministre dans le système, dans l'agencement du système actuel. D'accord. C'est ça. Moi, je voulais Monsieur Ouangré ouvre un débat, un autre débat qui est... Je ne veux pas rentrer dans un débat avec M. Ouangré parce qu'apparemment, il ne sait pas les questions de sécurité. On n'a jamais dit que derrière chaque Burkinabé, il faut mettre un gendarme, un policier. Ce n'est pas ce qu'on a dit. On a dit que dans un système de sécurité d'un pays, on met en place un système de telle sorte que tout le monde est protégé. Et qu'en cas de situation de choses, on a le temps rapidement d'aller retirer cette personne-là des mains de ceux qui l'ont pris en charge. Quand on écoute Macron, il dit quoi? Il dit qu'eux, ils sont au Sahel parce que c'est dans leur intérêt aussi d'être au Sahel. Mais le Sahel et la France, il y a même un certain nombre de kilomètres quand même. C'est une longue distance. Donc je comprends bien, M. Ouangré, je n'ai pas dit de mettre quelqu'un devant chaque peut-être même qu'il faut J'ai dit de mettre en place un système, un mécanisme. Ali, peut-être même qu'il faut prendre un système pour peut-être illustrer tout ça. Ouais. Un cas précis, c'est qu'on enlève 3 Français, disons, au Bénin. Les Français suivent depuis le Bénin, ils suivent la trajectoire, le parcours, jusqu'à un moment donné où ils estiment qu'il faut donc arrêter le parcours et retirer je voulais terminer pour dire que si M. Ouangré est aussi fataliste et qu'il veut que
Bon, comme on ne peut pas assurer la sécurité, on n'a qu'à compter sur Dieu. Bon, on peut peut-être accuser le pasteur d'avoir été pasteur dans le Nord alors qu'il sait que là-bas, c'est une situation difficile. Non, mais il pose aussi un problème. Il dit que c'est un État laïque, que l'État ne doit pas... Oui, mais ce n'est pas parce que c'est un État laïque qu'on ne protège pas les... Mais si dans un État laïque, on s'en prend à des symboles religieux... À des symboles religieux, comment on fait? Oui. Mais l'exemple que vous ne voulez pas, c'est l'exemple de Thomas Sankara. Non, personne n'a dit. Allez-y. Mais les CDR étaient là pour défendre la révolution. Avec le comité de défense de la révolution. Maître, là, je suis pas d'accord. Ils défendaient la population. Mais ils défendaient le CNR. Contre qui? La sécurité. Contre qui? Par exemple, les CDR réglementaient la circulation. Ils aidaient, n'est-ce pas, dans l'établissement des pièces d'identité. Ils intervenaient dans les conflits. Moi-même, j'étais en vacances ici en 85. J'ai eu un conflit avec quelqu'un. Ça s'est réglé au niveau des permanences. Est-ce que là, c'était de la défense qu'il faisait? Ça, c'est pour vous dire. Bon, ça, c'est le premier point. C'était la défense. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est qu'il faut relativiser ce que Bama a dit là. Par exemple, les licenciements illégaux dans l'administration, il y en a toujours eu. Moi, j'ai presque toutes les décisions du Conseil d'État du Burkina Faso et des tribunaux administratifs. À toutes les étapes, il y a toujours eu ce genre de licenciement-là. Parfois même de plus grave. Mais on n'en parlait pas, ou bien parce que les gens... Il faut dire que la presse n'était pas très développée non plus. Hein. Voilà. Sinon, si vous analysez les décisions du Conseil d'État, vous allez voir qu'il y a plusieurs licenciements comme ça autour de l'existence du Burkina Faso. Et l'État a eu Mais ce que Bama est en train de vouloir dire, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une forme de légèreté dans les décisions. Oui, mais ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Quand, par exemple, vous licenciez quelqu'un et que la justice revient là-dessus, ça veut dire qu'il y a eu une légèreté dans votre prise de décision. Donc, il revient maintenant à l'administration de bien examiner chaque fois les choses avant de le faire. Sinon, depuis 1960, il y a toujours eu ces cas-là et l'État a toujours payé. Merci. 1960, mais la période 1924, parce que les tribunaux ont passé le temps à reprendre les décisions. Aller au bout de sa logique. La conclusion, c'est quoi? En disant ça, on doit faire quoi? On doit laisser continuer comme ça? Parce que ça a toujours été comme ça, on doit continuer dans ça. Je pense que j'ai répondu à ça. C'est-à-dire, c'est à l'administration de veiller à ce que... c'est ce que j'ai dit. Chacun a dans ce dit. Voilà. Et moi, j'ai dit qu'on ne peut même pas admettre ça même aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas admettre ça après l'insurrection. On ne peut pas dire que parce que ça se faisait comme ça avant, ça doit continuer de se faire comme ça aujourd'hui. C'est pour ça que les gens sont sortis ici en octobre 2014. Ce n'est pas ce que j'ai dit, M. Bama. Je pense qu'il ne faut pas discuter avec la passion. En ce moment, pourquoi pas évoquer ça? Merci Bama, merci. On est au thème de l'émission. Merci à vous. J'ai intervenu pour donner plus d'éclairage sur ce qui... Merci, maître, c'est compris. Merci à Bama. Avec passion comme ça, comme si vous... Merci. On est au thème de cette émission. Je dis ce que je pense qu'il y a... Bama, merci. Bama, merci. Maître, merci. On est au thème de l'émission. On est au thème de l'émission. L'émission est finie. Bama, merci. Merci à Maître Kielem Apollinaire de Tambela. Maître, merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On aura l'occasion de continuer sur ce débat-là qui est très intéressant. Voilà, il est très intéressant. On va le continuer la semaine prochaine. Pour le moment, on est vraiment pris par le temps. Donc, on va donc mettre un terme à cette émission. Merci d'être passé. J'étais donc avec Bama Lagui. Bama Lagui est rédacteur en chef de Courrier Confidentiel, un bimensuel d'investigation. Merci Lagui d'être passé. Évariste Fossin-Concebo, il est donc Colucum Média, président du SEC d'éveil, association de défense des droits de l'homme. Merci d'être venu. Maître Apollinaire Kielem de Tambela, avocat inscrit au barreau, président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale de stratégie. Merci Maître d'être passé. Et puis enfin, Mamadou Ali Compaoré, journaliste à Sidoya. Merci donc à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.